êtes sur Rage 102.5 et c'est l'heure d'Exocet. Exocet, c'est l'émission qui vous raconte des histoires bizarres, des phénomènes inexpliqués, des faits mystérieux, mais aussi des informations insolites qui vous retournent le cerveau. Tel est notre credo. À mes côtés, Thomas. Bonsoir Patrick. Et aux manettes, c'est Mika. Salut Patrick, salut Thomas. Salut Alors, Mika. Ce soir, voilà, ça c'est fait déjà, comme on le dit de par chez nous. Et Thomas va démarrer cette émission avec un sujet sur l'origine des superstitions, puisque vendredi 13 oblige, le sujet était tout trouvé. Alors, l'origine... Il y a eu comme un vieux blanc. Il y a eu comme un petit blanc. En général, ça n'arrive pas dans cette émission. Hein. Ce n'est point grave. Mais peu importe. Donc, on va commencer par une superstition bien connue, celle du fer à cheval. Donc, essayer de savoir d'où vient l'aura qui entoure le fer à cheval et pourquoi est-ce que on le voit comme un objet qui porterait chance. Alors, tout commence en fait avec les Grecs au IVe siècle. Ça a découlé ensuite sur le monde chrétien avec un maréchal ferrant qui s'appelait Dunstan, qui est devenu un saint Dunstan d'ailleurs, qui raconte qu'un jour il a accueilli chez lui, dans son atelier, un homme qui lui a demandé de placer des fers à chevaux sous ses pieds. Lui dit avoir vu qu'il avait des pieds fourchus et étranges, donc il aurait reconnu le diable dans cette personne. Et donc pour essayer de l'amadouer et de le contrôler, il lui a dit tout simplement que pour réaliser cette opération, il avait besoin de l'attacher au mur. Et donc en fait, une fois que le diable aurait été attaché au mur, il l'aurait torturé pendant la pose des fers à chevaux, tant et si bien qu'à la fin, le diable aurait craqué psychologiquement, lui aurait demandé d'arrêter face aux souffrances. Et donc le maréchal ferrant lui aurait dit, écoute, si tu promets de ne plus jamais rentrer dans les maisons sur lesquelles il y aurait sur la porte un fer à cheval, je te libère. Et donc le diable aurait donné son accord sur ce principe-là. Et du coup, c'est de là que découle toute cette superstition autour du fer à cheval. Et pourquoi est-ce que les gens se sentent protégés quand ils ont un fer à cheval dans les mains ? Il y a aussi, dans le monde grec, donc comme je disais tout à l'heure, tout un symbole de fertilité qui est associé au fer à cheval, parce que d'abord c'est dans un métal qui est le fer tout simplement, mais qui est censé repousser le mal pour les Grecs. Et puis ça a la forme d'un croissant de lune. Donc comme je disais, qui est symbole pour les Grecs de fertilité et de chance. Et puis plus tard, au Moyen-Âge, c'est à cause des sorcières que un nouvel aspect du fer à cheval est apparu, parce que les gens prétendaient que les sorcières montaient des balais parce qu'elles avaient peur de prendre le cheval, et du coup quand ils enterraient des sorcières, ils clouaient sur leur cercueil un fer à cheval pour éviter qu'elles puissent ressusciter et qu'elles puissent s'échapper grâce à un cheval. Alors moi, j'étais persuadé que le fait que le fer à cheval soit un porte-bonheur, c'était dû à sa rareté, parce qu'il me semblait que tout comme pour le trèfle à 4 feuilles, si on avait la chance de tomber sur un tel objet, on était verni. Et c'est vrai qu'un fer à cheval, bon, parfois ça peut arriver d'en trouver sur les chemins, dans un champ, parce qu'un cheval est passé par là, le fer s'est décellé, et tout à coup c'est une chance énorme de tomber dessus. Là du coup, comme n'importe qui peut en fabriquer, c'est moyennement du jeu, quoi. C'est déjà beaucoup plus facile. Mais alors ta théorie sur le fer à cheval, autant c'est vrai, d'ailleurs on va le voir, le trèfle à 4 feuilles, autant c'est vrai pour le trèfle, autant à l'époque où toutes ces superstitions ont commencé à apparaître, le fer à cheval n'était pas si rare que ça, puisque le cheval était quand même un des principaux moyens de locomotion, et donc il y avait des maréchals ferrants dans chaque village, etc. Donc il n'y avait pas cet aspect de rareté. Non, c'est vraiment associé à cet amalgame de différentes petites histoires mythologiques, religieuses et de croyances populaires comme ça qui sont mélangées pour créer ce mix et donner cette aura au fer à cheval. Et donc puisque tu parlais du trèfle à 4 feuilles, alors comme tu le disais, le trèfle à 4 feuilles, si il est tellement célèbre et si on estime qu'il porte chance, c'est effectivement à cause de sa rareté. Ça vient aussi également de l'époque des druides en Angleterre, où en fait les druides se réunissaient dans des forêts de chênes, et ils prétendaient pouvoir repousser
le mal et différentes forces occultes, y compris les maladies, en prononçant une formule magique que eux seuls connaissent et en tenant dans leurs mains un trèfle à 4 feuilles. Donc du coup, comme ça a découlé, et effectivement le côté rareté a rajouté à l'aura du trèfle à 4 feuilles. Par contre, ce qu'il faut savoir quand même maintenant, c'est que depuis 1950, le trèfle à 4 feuilles n'est plus rare du tout, puisque des chercheurs ont réussi à isoler des graines qui ne produisaient plus que des trèfles à 4 feuilles, et maintenant si on veut des tonnes de trèfles à 4 feuilles, c'est on le fait comme ça sans problème, il suffit de planter des graines spécifiques, et on a notre trèfle à 4 feuilles. En sachant que c'est aussi valable pour le fer à cheval en même temps. Et c'est aussi valable pour le fer à cheval, bien évidemment. Donc du coup, c'est plus parce que c'est rare que c'est donc cool d'en trouver, c'est juste à cause du symbole originel. C'est juste à cause du symbole, voilà, qui reste derrière. Le miroir cassé, alors on sait tous aujourd'hui qu'un miroir cassé équivaudrait à 7 ans de malheur. Il y a des variantes sur le miroir cassé. Alors, il y a des variantes, justement probablement à cause de toutes les sources qui existent autour du miroir, parce que vous allez voir que c'est assez costaud. Alors déjà au départ, les premiers miroirs, il faut le savoir, n'étaient pas du tout en verre, ils étaient en métal poli, donc ils étaient quasiment incassables. Donc les Égyptiens, les Hébreux et les Grecs de l'Antiquité utilisaient donc ces plaques de métal poli qui devaient refléter quand même plus ou moins, mais enfin qui permettaient d'avoir une image plus ou moins floue, et à cette époque-là, évidemment, c'était incassable. Et vers le IVe siècle, les premières personnes à avoir fait de la voyance ont utilisé des jarres en verre très fin remplis d'eau qui reflétaient l'image, etc. Et donc pendant leur rituel, si jamais la jarre tombait et se brisait, la voyante pouvait déterminer quel serait l'avenir de la personne en lui disant voilà, tu vas avoir un avenir plus que maléfique, puisque soit tu vas mourir, soit tu vas traverser des épreuves, voilà, enfin tu vois le symbole de la jarre cassée, c'est ton avenir. Donc méfie-toi, etc. Donc déjà, il y a eu toute cette approche du verre cassé qui porterait malheur, en tout cas, ou en tout cas qui présagerait d'un malheur. Et puis au 1er siècle, les premiers vrais miroirs sont apparus. Et là, en fait, les miroirs coûtaient excessivement cher. Alors, non seulement ils coûtaient excessivement cher, mais en plus, les Romains étaient eux persuadés que le cycle des maladies chez les gens avait une durée de 7 ans. Donc ils ont rajouté cet aspect temporel. Donc c'est pour ça que pour certains c'est 7 ans de malheur. C'est parce que pour les Romains, le cycle de la santé chez un homme allait de 7 ans en 7 ans. Et donc du coup, si on brisait un miroir, ils ont rattaché ça au miroir, si on brisait un miroir, le malheur allait durer 7 ans, comme le cycle d'une maladie ou d'un grand malheur. Et le miroir, c'est vrai, est auréolé de mythes et de légendes, comme par exemple la légende plus récente de Bloody Mary, qui apparaîtrait donc et défigurerait la personne qui l'invoque en prononçant son nom plusieurs fois devant un miroir, plongé dans l'obscurité. Mika, tu veux réagir là-dessus ? Je veux réagir en disant que cette mythologie, cette légende, vient aussi du fait qu'avant on disait qu'on enfermait donc les êtres maléfiques à l'intérieur des miroirs. Et du coup, les libérer en brisant le miroir, c'était donc les libérer et ils allaient nous hanter. Et pour contrer ça, il fallait jeter donc les miroirs, les bouts de miroir au fond d'un lac. Et c'est vrai que cette légende reste encore. On dit encore qu'il faut jeter le miroir au fond d'un lac à cause de cela. Et effectivement, pourquoi ? Parce que le miroir est plein de symboles, ça reflète les images, etc. Donc ça capture les âmes. Enfin bref, voilà, on comprend toute la symbolique qu'il peut y avoir derrière un miroir. Et donc pour finir en plus sur le miroir, ce qu'il faut savoir, c'est que donc à une époque, donc plus précisément au 1er siècle, quand les premiers miroirs sont apparus, c'était excessivement cher et coûteux, c'était très fragile, et donc les maîtresses de maison, pour dissuader leurs domestiques, enfin en tout cas pour les persuader plutôt de bien entretenir les miroirs et surtout de faire attention à ne pas les briser, leur rappelaient assez régulièrement que si jamais elles brisaient le miroir, pendant X années, elles n'auraient plus de salaire pour pouvoir rembourser le miroir qui était cassé. Donc ça aussi, ça a certainement rajouté à l'aspect malheur, puisque la personne se retrouvait quasiment en esclavage et était obligée de travailler gratuitement. Et puis, vendredi 13 oblige, on va parler des différentes origines de ce vendredi 13 à travers le chiffre 13 et à travers le vendredi, puisque les deux en fait ne sont pas liés. C'est deux superstitions que le monde occidental a mixées par la suite, mais au départ les deux étaient bien dissociés. Alors d'abord le chiffre 13, alors comme tout le monde le sait, il y a toute l'histoire avec Jésus, forcément, la scène où ils étaient 13 convives à table, dont un qui était un traître. Le lendemain, Jésus aurait été crucifié et serait mort. Donc ça,
on le connaît tous plus ou moins. Il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est dans la religion nordique cette fois-ci, où en fait, apparemment, tous les ans, à Walhalla, un banquet était organisé parmi les divinités et seulement 12 divinités étaient invitées. Et une année, une des divinités est apparue, Loki, donc le dieu de la guerre, et aurait voulu s'incruster en fait dans le banquet. Il aurait été chassé par les autres convives. Et de là aurait éclaté une violente dispute, à la suite de laquelle Balder, un des dieux les plus aimés dans la religion nordique, aurait été tué. Donc voilà, le chiffre 13 a ses différentes sources d'explications pour sa symbolique. Et puis le vendredi, lui par contre, découle énormément de la religion, et de la religion chrétienne en particulier, puisqu'on considère que c'est un vendredi qu'Ève tenta Adam avec la pomme, que l'arche de Noé fut lancée sur les flots, que la confusion de langue arriva à Babel, que le temple de Salomon fut détruit, etc., que le Christ mourut, etc. Donc énormément d'aspects religieux derrière. Et du coup, les deux mondes se sont un petit peu mixés et ça a donné le vendredi 13. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le vendredi 13, donc pour certains, soit porte énormément malheur, soit porte chance, parce que ça, c'est une conséquence du monde moderne. Les gens... Alors ça, c'est assez intéressant, c'est parce que pour certaines personnes, si le malheur s'abat sur énormément de monde et pas sur eux, quelque part la part de malheur est épuisée, donc il y a forcément plus que du bonheur qui reste, donc ils pourraient avoir de la chance. Donc c'est un calcul à l'envers. Et je tiens à rappeler quand même que la saison dernière, lors du précédent vendredi 13, donc on avait parlé de tueurs en série. Alors il faut reconnaître qu'on s'est assagi sur ce coup, puisqu'il y avait eu des plaintes, des gens s'étaient évanouis, les gens avaient eu peur. Donc là on a essayé de faire dans le culturel cette fois-ci l'explication des superstitions. Et c'est vrai que c'est toujours bon à savoir. Voilà, et puis on va terminer avec une dernière. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que on craint, enfin pas moi personnellement, mais pourquoi dans la superstition il serait dangereux de passer sous une échelle ? Alors là en fait ça vient du monde égyptien, tout simplement parce que le triangle est un lien entre le monde des terriens et le monde des divinités. C'est d'ailleurs pour ça que leurs pyramides sont triangulaires, parce que c'est ce qui permet l'ascension. Et d'ailleurs, dans de nombreux tombeaux égyptiens, des échelles sont mises en place pour que les morts puissent grimper au ciel. Et du coup, passer sous une échelle, ça forme un triangle, parce que si on prend le sol et le mur sur lequel s'appuie l'échelle, ça forme un triangle, et donc ça serait comme pénétrer dans cette zone interdite qui serait le lien entre le monde des mortels et le monde des divinités, et donc ça serait tout simplement créer un blasphème autour de tout ce qui pourrait être religieux et tout ce qui était rattaché à cette époque-là, à cette symbolique. Merci Thomas pour ce sujet sur les superstitions. Et là tout de suite, je vais vous parler des capsules temporelles après l'explication que Thomas nous a livrée des superstitions liées au vendredi 13, puisque c'est aujourd'hui, je vous le rappelle. On va parler donc des capsules temporelles. Alors les capsules temporelles, c'est un moyen de communiquer avec les générations futures, et elles contiennent des informations ou des objets qui témoignent de l'état du monde à une période donnée. Alors en général, le terme capsule temporelle définit une sorte de container enterré ou scellé lors d'une cérémonie spéciale et qui est donc destiné à être ouvert à une date précise. Alors ça peut être un siècle, comme ça peut être 1000 ans, voire 10 000 ans ou plus, on le verra tout à l'heure. Mais il y a également des capsules temporelles qui sont envoyées dans l'espace, donc elles ne sont pas destinées à revenir, on les envoie en destination d'intelligence étrangère, ou encore des capsules accidentelles. Donc c'est le cas comme à Pompéi par exemple, donc où les traces d'une civilisation antique sont particulièrement bien conservées suite à une catastrophe naturelle ou à d'autres conditions exceptionnelles. Donc là voilà, c'est des capsules temporelles accidentelles. Mais la première capsule temporelle moderne, et donc qui était destinée à conserver des données pour les générations futures, elle a été créée en 1936 à Atlanta, et elle se trouve actuellement dans les sous-sols de l'université Oglethorpe d'Atlanta. Donc, alors c'est pas vraiment une capsule, hein, c'est une pièce complète de 18 mètres carrés sur 3 mètres de haut, et elle est scellée par une porte en acier inoxydable et soudée sur place. Donc c'est du solide. A priori, ça devrait tenir le coup. Elle a pour nom la crypte de la civilisation, donc c'est tout un programme. Et à l'origine de ce concept, il y a un certain professeur Sornwell Jacobs qui enseignait l'histoire ancienne
américaine et qui était frustré par le manque d'informations laissées par les civilisations passées. Alors, avec une équipe d'étudiants, il a réuni des centaines de milliers de pages sur microfilm. Donc à l'époque, c'était la technologie à la mode. Je vous rappelle qu'on est en 1936, donc avant la Seconde Guerre mondiale. Et la technologie tendance, c'est les microfilms. Donc on y grave des textes religieux comme la Bible et le Coran, ainsi que des classiques de la littérature comme l'Enfer de Dante et l'Iliade. Et il y a également dans cette pièce, dans cette crypte de la civilisation, des photos, des enregistrements audio et vidéo en partie de dirigeants politiques. Alors il y a des enregistrements de Staline, de Roosevelt, d'Hitler qui sont là sur ces microfilms. Il y a des objets de la vie quotidienne. Donc machine à écrire, machine à coudre, télévision, téléphone, il y a des œuvres d'art aussi. Et il est prévu que la crypte ne soit pas ouverte avant l'an 8113. Voilà. Donc ça fout tout de suite le vertige. Alors, pourquoi cette date ? Parce que la première date de l'histoire qui a été fixée, elle a été fixée par le calendrier égyptien et c'était en 4241 avant Jésus-Christ. Et lorsque la crypte sera décellée, il se sera écoulé autant de temps depuis sa fermeture qu'il s'en est écoulé depuis la première date enregistrée, donc 6177 ans. Donc voilà, c'était pour avoir une espèce de symétrie temporelle par rapport à la première date de l'histoire de l'homme, qui est donc 4241 selon le calendrier égyptien. Alors il y a une autre capsule temporelle américaine qui a été enterrée en 1939, donc quelques années après, et vous remarquez que c'était juste avant la guerre, donc on a l'impression que les gens sentaient qu'il allait se passer quelque chose et qu'il fallait donc stocker comme ça les traces de la civilisation avant peut-être qu'elle explose. Donc c'était peut-être une espèce d'inconscient collectif qui sentait qu'il y avait un truc à faire. Donc en 1939, cette capsule est enterrée lors de l'exposition universelle de New York. Alors, elle a une forme d'obus, et au début, en fait, les gens qui l'ont enterrée voulaient l'appeler Time Bomb. Et on s'est aperçu que c'était un petit peu guerrier comme terme, donc on l'a changé pour Time Capsule. Et en fait, c'est à partir de cette capsule-là que les capsules temporelles ont gagné leur nom, puisque à l'époque de la première capsule de l'université, il n'y avait pas de nom précis, c'était juste la crypte de la civilisation, et c'est après que donc ce terme de capsule temporelle a commencé à être utilisé. Donc cette capsule de New York, elle a été accompagnée par une seconde capsule en 1965 qui a été donc placée 3 mètres plus loin. Les deux se trouvent à 15 mètres sous terre dans le parc de Flushing Meadows et elles doivent être ouvertes en 6939. Alors il y a une autre capsule qui est enterrée depuis 1995 devant le château de la Belle au Bois dormant au Disneyland d'Anaheim en Californie. Alors il est destiné, ce château du temps, ce Time Castle comme ils l'ont appelé, aux enfants du 21e siècle, et donc les enfants pourront l'ouvrir pour le 80e anniversaire de Disneyland en 2035. D'ailleurs il y a une plaque, si un jour vous vous rendez au Disneyland d'Anaheim en Californie, une plaque devant le château de la Belle au Bois dormant sur laquelle il y a écrit sous cette plaque donc repose le château du temps qui pourrait être ouvert par les enfants en l'an 2035. Et d'ailleurs sur la porte en acier qui protège la crypte de la civilisation, il y a une autre plaque qui demande, qui supplie même les éventuels pillards du futur de laisser la crypte en état jusqu'en l'an 8000 et quelques, 8113, puisque il y a quand même de très fortes chances que d'ici, je sais pas, 3-4 siècles, il y ait des gens qui découvrent cette porte, cette crypte. Peut-être que l'université n'existera plus, on ne sait pas ce qui peut arriver en quelques siècles, et donc ça m'étonnerait vraiment que les archéologues du futur attendent jusqu'en 8000. Imaginons même qu'elle la trouve en l'an 5000. Oui, non, tu vois, c'est clair. Vu la richesse que ça pourrait représenter. Non, les gars, vous avez vu, il y a la plaque et voilà. tout. Donc c'est comme si nous, par exemple, on trouvait aujourd'hui une espèce d'artefact millénaire sur lequel il y avait écrit ne pas ouvrir avant l'an 3000. Je pense pas qu'on s'emmerderait à respecter les dernières volontés. Tu regardes les pyramides, je veux dire, c'était scellé, etc. Voilà. On s'est pas privé pour les faire péter. Donc là, le professeur à l'origine de la capsule de la civilisation, de la crypte de la civilisation, avait expressément demandé sur cette plaque de laisser tout ça en ordre jusqu'au 8e millénaire, donc on verra si ça sera respecté. Il y a une capsule temporelle numérique aussi qui a été mise en place par Yahoo, donc Yahoo, le fameux moteur de recherche, en 2006, et donc l'initiative consistait à recueillir des dizaines de milliers
de témoignages, donc de données, que ce soit des photos, des vidéos ou autres. Et donc ces données seront conservées jusqu'en 2020, date à laquelle elles seront exposées lors d'un événement spécial. Ça sera pour les 25 ans de Yahoo. Mais là, je me dis qu'ils sont quand même assez assez optimistes, parce que pour croire que Yahoo existera encore dans 25 ans, voilà, en tout cas s'il n'existe plus, l'événement lui se fera. Et c'est la première initiative de capsule numérique. Et c'est vrai que là on se demande si on peut vraiment parler de capsule temporelle à proprement parler, puisque toutes les données numériques qui circulent sur le net seront également conservées, on peut l'imaginer. C'est déjà le cas aujourd'hui avec le projet archive.org, sur lequel sont stockés des sites internet qui ont déjà une dizaine d'années. Donc c'est vrai que là c'est plus un coup de pub finalement qu'une vraie capsule temporelle au sens propre. Alors on a parlé des capsules temporelles enterrées, scellées. Alors il y a celles, comme je vous le disais, qui sont envoyés dans l'espace et qu'on ne retrouvera pas, hein, donc qui sont envoyés vers des intelligences extraterrestres. Donc il y a les plaques de Pioneer, qui sont donc des capsules destinées à d'autres mondes. Elles furent placées à bord des navettes Pioneer 10 et 11 en 1972. Et donc c'est les fameuses plaques sur lesquelles il y a des symboles gravés, vous les connaissez tous, un homme, une femme, les coordonnées de la planète. Et alors bon, quand on sait que c'est destiné à une intelligence extraterrestre qui ne connaît rien de notre langage ou de notre système numérique, il y a de fortes chances qu'ils y comprennent rien, puisque même un être humain normal, s'il est confronté aux plaques, concrètement il voit juste un homme et une femme et des symboles assez sibyllins, assez mystérieux. Donc si jamais déjà les plaques sont retrouvées, ce qui relève presque de l'impossibilité, parce que statistiquement vraiment c'est plus qu'une bouteille à la mer. Voilà, pour que vous imaginez l'immensité de l'espace, la plaque est plus que minuscule. Donc vraiment, même si un jour c'était capturé, il faudrait encore que l'intelligence qui récupère ça soit assez évoluée pour comprendre de quoi il peut s'agir, pour la déchiffrer ensuite. Donc c'est quasiment plus un geste poétique finalement qu'autre chose, mais en tout cas ça a le mérite d'exister. Et donc la NASA espère que les plaques survivront plus longtemps encore que la Terre elle-même, puisque donc elles sont protégées contre l'érosion des poussières cosmiques. Donc il y a de fortes chances pour que les plaques continuent à errer dans l'espace intersidéral, alors même que la Terre, voire le Soleil, seront éteints depuis longtemps. Donc ça aussi, ça donne le vertige et ça fait rêver. Alors les plaques de Pioneer, c'est les plus connues du genre, mais il faut savoir qu'en 1977, donc 5 années après, il y a un disque vidéo numérique en or qui contenait donc des données similaires, qui a été placé sur les 2 sondes Voyager. Donc pareil, un disque en or superbe qui contient des enregistrements et aussi des données numériques. Donc voilà, apparemment ce projet-là a été plus élaboré, mais les chances restent les mêmes, hein. De toute façon, quelle que soit la civilisation qui récupère ça, si ça arrive, il faudra qu'elle ait la technologie, il faudra aussi qu'elle comprenne ce que ça veut dire. Alors plus près de nous, et là c'est vrai que c'est un projet beaucoup plus intéressant, vous allez voir pourquoi. Il y a le satellite Keo, qui est donc un projet soutenu par l'UNESCO, et ce satellite sera envoyé en 2010, mais lui par contre devrait retourner sur Terre dans 50 000 ans. Alors, il contient des messages qui seront comme un témoignage de notre civilisation pour les générations du futur. Et 50 000 ans, c'est tellement énorme qu'on se demande même si l'humanité subsistera. On se demande si c'est des êtres humains qui vont recueillir ce satellite-là. Alors, chacun, il faut le savoir, et c'est ça qui est génial, c'est que chacun peut laisser son message sur keo.org jusqu'au 31 décembre 2008. Donc, vous laissez votre texte et ce texte sera gravé sur des DVD spéciaux qui sont donc à l'épreuve des radiations, et peut-être que d'ici 50 000 ans, avec un peu de chance, vos arrière petits-enfants pourront lire des messages qui ont été écrits au XXIe siècle. Alors, en plus de ces messages, il y aura à bord du satellite Keo un diamant qui contiendra une goutte de sang, une bulle d'air, une goutte d'eau et une particule de terre. Donc peut-être que si donc des extraterrestres récupèrent un jour, ben non, je suis bête, ça sera nous. C'est nous qui allons le récupérer. Bon, admettons. Sauf s'ils le chopent au passage. Oui, peut-être, c'est possible aussi. Mais admettons donc que nos descendants de l'an 50 000 récupèrent ça. Peut-être que quand ils
recevront ce satellite, il y aura eu des catastrophes climatiques et écologiques encore plus graves que celles qu'on connaît actuellement, et peut-être qu'ils seront bien contents de retrouver une particule d'air, d'eau et de terre comme on les connaît aujourd'hui, et de sang, pour même cloner peut-être, on peut imaginer un clonage d'êtres humains. En tout cas voilà, ça aussi c'est vrai que ça fait rêver, c'est propice à la science-fiction, mais donc c'est la réalité. Et donc comme je vous l'ai dit, il y aura ces messages auxquels vous pouvez participer, il y aura le diamant et une grande bibliothèque qui contient toutes nos connaissances actuelles, enfin bon, toutes, disons un large éventail de nos connaissances actuelles. Et pour terminer, je reviens en 1957 à Tulsa dans l'Oklahoma. Et figurez-vous qu'à cette date-là, une Plymouth jaune, donc c'est une voiture, une Plymouth jaune donc fut enterrée avec des objets de la vie quotidienne de l'époque à son bord, donc l'équivalent d'un sac de femme. Il y a aussi un bidon d'huile et d'autres objets de ce style. Pratique. Alors, les citoyens de Tulsa à l'époque participaient à une sorte de jeu, puisque en fait l'événement, cette capsule temporelle, avait été enterrée dans le cadre d'une sorte de festival. Et donc à l'époque, les citoyens de Tulsa devaient répondre à une question simple: que sera la ville de Tulsa et que seront ses citoyens l'année où la voiture sera donc exhumée. Et donc, quand la voiture et tous ces petits artefacts sortiront de terre, la personne ou les descendants de la personne qui aura été le plus près de la réalité gagnera la voiture. Alors si je vous en parle maintenant, c'est parce que ce qui est un petit peu frustrant avec tous ces projets de capsules temporelles, évidemment, c'est qu'on n'en verra jamais le contenu. Or, cette capsule-là, elle sera ouverte pour le centenaire de la ville, qui tombe le 15 juin 2007. Et à présent, Thomas nous parle d'un sujet tout à fait différent. Alors juste sur tes capsules temporaires quand même, temporelles. Oui, temporelles. Ce qu'on oublie souvent, parce que je pensais à ça. Là dernièrement, par exemple, il y a des gens qui ont voulu restaurer des données qui avaient été mises sur certaines bandes magnétiques, etc. Et on s'est aperçu qu'on n'avait plus la technologie pour pouvoir les lire, parce que c'est une technologie qu'on n'utilisait plus. Et donc là, pareil, donc je vois qu'on grave sur DVD, sur des supports numériques, que si ça se trouve, dans 10 000 ans, on pourra toujours reconstruire une machine. Mais... Alors, ça tombe bien que tu le relèves, parce que donc, dans le satellite Keo, il y aura ces fameux DVD spéciaux, des DVD spéciaux qui donc permettront de conserver pour 50 000 ans toutes les informations, toutes les données, tous les messages. Et avec les DVD, il y aura, j'imagine, gravé sur des plaques de verre ou quelque chose comme ça, une notice qui permettra de fabriquer un lecteur de DVD. Donc voilà, c'est pas mal. D'accord, oui, non, mais parce que effectivement, des trucs qui ont 40, 50 ans... on a du mal à pouvoir les relire, donc ça aurait été un problème dans 10 000 ans, tu vois, un DVD. Avec les nouveaux formats qui sortent, en plus, ça aurait été galère. Oui, donc moi je vais vous parler d'un sujet assez étonnant, ma foi. Tout le monde connaît la zone 51, la fameuse base secrète militaire américaine. Eh bien, sachez que depuis les années 90, elle n'est pas la seule à soulever les interrogations, puisque une nouvelle base, cette fois-ci implantée au Canada, du doux nom de AHARP, pour High Frequency, enfin c'est tout un raccourci. Vous allez voir pourquoi est-ce que je vous le développe pas plus. De toute façon, vous allez comprendre le fonctionnement. Grosso modo, HARP, donc c'est une base militaire qui sert à quoi ? Elle sert tout simplement à pointer vers le ciel, et plus précisément vers la ionosphère, un faisceau d'ondes à très haute fréquence, comme un émetteur radio. Et en fait, au départ, s'ils ont lancé ce projet-là, c'était pour voir quelles pouvaient être les conséquences, et puis savoir surtout si, à terme, ils pourraient récupérer l'énergie emmagasinée dans la ionosphère, puisque la ionosphère est chargée de particules elles-mêmes très fortement chargées en énergie, donc ça aurait pu être une source d'énergie très très conséquente. Donc ils ont essayé de voir comment ils auraient pu la récupérer, et ils ont utilisé au départ donc ces très hautes fréquences, et ils se sont aperçus que l'utilisation de ce procédé pouvait servir à bien des choses. Alors il faut quand même savoir aujourd'hui que HARP, c'est par jour 360 antennes pointées vers le ciel qui dépensent 1 milliard de watts. C'est tout simplement énorme. Et donc, ces hautes fréquences qu'ils envoient vers le ciel et vers la ionosphère, grosso modo, qu'est-ce que ça fait ? Ça change les propriétés physiques de la ionosphère, et ça la transforme schématiquement comme une sorte de miroir.
Et ce miroir-là peut servir à plusieurs choses. Alors en fonction de la fréquence qu'ils envoient, soit ça peut servir à créer des micro-ondes qui vont changer radicalement le climat sur une zone limitée. Donc ils peuvent comme ça créer, en tout cas en théorie et sur le papier, parce qu'ils l'ont jamais officiellement avoué, ils peuvent comme ça créer des ouragans, des bouleversements climatiques. Alors ce qui est intéressant quand même là-dedans, c'est que dans les résolutions de l'ONU, par exemple sur la sur la non-prolifération des armes atomiques, des armes chimiques, il y a un petit passage qui soulève le problème des armes météorologiques. Donc c'est que quelque part, même s'ils ne l'avouent pas, les possibilités existent. Et d'ailleurs, notamment à ce sujet, pour beaucoup, alors là, je pense que ça, on tombe vraiment dans de la fiction, mais je trouve que le sujet est assez rigolo. Pour beaucoup, par exemple, les tempêtes qu'il y a eu en 99 en France seraient dues justement à ce projet HARP, qui aurait donc décidé, les Américains auraient décidé entre guillemets de punir la France à cause de monsieur Lionel Jospin, qui au départ voulait revenir, faire revenir la politique sur l'économie et non plus l'inverse, et donc et aurait aussi été contre les OGM, enfin divers sujets comme ça sur lesquels il aurait été en désaccord avec les Américains, et entre guillemets les Américains, pour punir la France, auraient donc provoqué alors évidemment à l'appui nombreux témoignages de météorologues, notamment de Météo France, qui disent que effectivement 2 tempêtes comme ça, surtout dans cette zone géographique, c'est normalement impossible, les conditions n'étaient pas réunies, etc. Bref, là on tombe vraiment dans le farfelu, et n'empêche que dans le fond, donc ce projet HARP existe, que effectivement ils arrivent à faire des choses assez surprenantes avec, donc notamment modifier comme ça le climat sur des zones données, contrôler le climat, pouvoir faire entre guillemets tomber la pluie ou le beau temps. Mais ils peuvent aussi également s'en servir comme arme de destruction massive, puisque à très haute fréquence, ce miroir va renvoyer des micro-ondes qui, à l'instar de nos micro-ondes de cuisine, est capable tout simplement de griller tout ce qui pourrait passer dans le secteur de ce miroir, donc avions, missiles, etc. Et donc ça permettrait comme ça d'avoir une couverture du sol américain extrêmement dense, et surtout de sécuriser donc tout leur territoire. Et puis autre application qui les intéresse également énormément, c'est la possibilité d'utiliser donc le réfléchissement de ces ondes sur la Terre comme un scanner, ou plutôt comme un IRM, hein. Donc nous, quand on va faire un IRM, c'est des ondes qui nous traversent. En fonction de la densité des tissus, un logiciel arrive à déterminer la constitution de notre corps, et même à le reconstituer maintenant en 3 dimensions. Là, ça serait grosso modo le même principe, et donc ça leur permettrait comme ça de cartographier en fait le sous-sol mondial, de savoir éventuellement où est-ce qu'il y a des failles, où est-ce qu'il y a des fissures, où est-ce qu'il y a des cavernes, etc. Et surtout, vu que c'est un projet militaire, pouvoir déterminer où est-ce qu'il y aurait des bases militaires secrètes, notamment par exemple des bases, on peut l'imaginer, qui serviraient à de l'enrichissement d'uranium, ce genre de choses, qui seraient enterrées. Pour l'instant, ces bases-là échappent à tout contrôle et à toute possibilité de vision, puisque nos satellites actuels sont incapables de déterminer en sous-sol ce qu'il y a. Là, ça permettrait effectivement de scanner en profondeur et sur plusieurs centaines de kilomètres le sous-sol de la Terre. Et donc, même géologiquement, ça pourrait être intéressant. Alors par contre, des questions sont quand même à se poser sur ce projet-là. D'ailleurs, de nombreux députés européens s'inquiètent de ce projet américain, surtout au niveau des conséquences climatiques, parce que d'abord, ils ont peur qu'on joue un petit peu beaucoup avec le feu. C'est vrai que pouvoir réussir comme ça à créer des événements climatiques, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. On commence à jouer vraiment aux petits dieux. Et puis surtout, ils ont peur que cette technologie soit utilisée à des mauvaises fins, et qu'effectivement ils arrivent à maîtriser comme ça les événements climatiques, et pourquoi pas influencer l'économie de certains pays ou de certaines régions en leur condamnant par exemple l'arrivée d'eau, en disant si vous voulez pas aboutir à tel projet, on fera en sorte qu'il pleuve plus au-dessus de votre pays par exemple, enfin ce genre de choses. Donc c'est vrai que à terme, en tout cas, c'est une arme et c'est un concept qui pourrait s'avérer éventuellement très dangereux. D'où l'interrogation de nombreux députés européens et hommes politiques, même américains, qui s'opposent de plus en plus à ce projet-là. Surtout que au niveau écologique, ce projet a aussi des conséquences assez énormes.
puisque tout simplement c'est plusieurs milliards de tonnes de charbon et de diesel qui sont utilisés tous les jours pour alimenter cette station. Thomas nous parlait donc du projet HARP, qui serait donc un vaste projet visant à modifier l'atmosphère, la météo. Bon, ça c'est dans l'approche conspirationniste de l'affaire. Certes. Officiellement, c'est donc des installations qui permettent d'étudier la ionosphère, voire de provoquer des micro-changements localisés. Mais donc voilà, la théorie du complot voudrait que ce soit destiné carrément à modifier le climat de tel ou tel pays récalcitrant. À partir du moment où c'est secret, forcément, la théorie du complot arrive. Alors, information à prendre avec des pincettes, mais donc le projet HARP aurait, je dis bien aurait, déjà permis de créer une micro-aurore boréale artificielle en 2005. Donc voilà, il y a beaucoup de fantasmes autour de ce projet, mais c'est clair qu'on est obligé de se poser des questions, c'est quand même assez mystérieux et intriguant. Alors, on passe aux infos bizarres de la semaine, mesdames et messieurs, vous le savez, si vous êtes un habitué de l'émission, chaque semaine on fait une espèce de compilation de ce qui s'est passé de plus étrange à la surface de la planète. Et je démarre tout de suite avec une gaffe. On peut considérer que c'est la gaffe de la semaine, la boulette. C'est un déménageur qui devait donc déménager un piano de concert d'une valeur de 60 000 €. Et il se trouve que le piano est tombé du camion, donc d'une hauteur de 4 mètres. Hein. Le camion était donc la remorque du camion était élevée et le piano est tombé. Alors le déménageur s'appelle Brian Haig et il dit que c'est la pire chose qui lui soit jamais arrivée de sa vie. Hein. Donc il a subi une humiliation publique parce que donc il a fallu qu'il s'excuse au propriétaire de l'instrument. Je rappelle 60 000 € le piano. Donc le piano en question c'est la Rolls du piano et en fait le piano devait être livré pour un festival, le festival de Two Moors dans le Devon, et l'organisateur du festival qui s'appelle Penny Addy il a dit justement que donc ils avaient récolté de l'argent pendant 2 ans pour avoir ce piano. Voilà, et que effectivement quand le piano est tombé ça a été un moment assez dur pour tout le monde parce que donc tout leur rêve, tout leur projet s'écrasait littéralement sur des marches de granit, puisque c'est là-dessus que le piano est tombé, pas de chance. Donc il a explosé le piano littéralement. Et donc voilà, ce qu'on peut appeler la boulette. La deuxième histoire nous amène en Chine. Ah pardon Mika, je voulais réagir sur cette histoire. Pardon. Ouais, je voulais juste dire qu'il lui restait plus que à s'accorder avec le propriétaire. Oh voilà. là là. Non, mais c'est vrai que c'est un poète, Mika. Et ça m'aurait fait de la peine de passer à côté de celle-là. C'est parce que j'avais pas vu ton geste tout de suite, autant pour moi. Alors, la deuxième histoire se passe en Chine. C'est une compagnie qui permet de louer des parents, de louer une mère, de louer un père, pour que les familles monoparentales puissent faire partager à leurs enfants l'expérience d'une famille avec 2 parents. Alors cette compagnie donc explique, enfin le credo de cette compagnie, c'est que un père ou une mère temporaire, c'est le médicament à la solitude d'un enfant seul. Et donc le directeur de cette compagnie qui travaille dans une université à la base, donc explique que tous leurs parents temporaires donc sont soigneusement sélectionnés, très bien éduqués, donc ils s'y connaissent en matière d'enfants. Et c'est vrai que on imagine très très difficilement une telle entreprise chez nous par exemple. C'est quand même un truc de fou furieux. En Chine ils sont assez barrés quand même. C'est clair, je vois tout à fait le truc ce soir. Les enfants, c'est votre soirée, on va louer une maman, on va commander une pizza et un DVD. On dirait un sketch, de Groland, sauf que là donc, c'est une réalité. Alors par contre, avant que ce soit mis en place, il faut qu'ils obtiennent une licence, donc on n'est pas certain que ça pourra fonctionner. Une licence de location de maman. Voilà. Ah mais c'est vachement bien pour le père qui se retrouve tout seul, il peut louer une maman quoi. C'est clair. Toi, je vais louer ta mère. C'est assez surprenant. Alors, la troisième histoire nous transporte en Amérique du Sud, en Guyane française exactement. Et il s'agit de 2 explorateurs, 2 aventuriers français qui se sont perdus dans la jungle guyanaise pendant 7 semaines. Alors ils ont consommé de la viande de tortue et de grosses araignées poilues, j'insiste sur ce détail, c'est important, et de l'eau de rivière, donc voilà. Alors ils s'appellent... de l'eau de rivière ? Oui, dégueulasse donc. Alors ils s'appellent Loïc Pilois et Guillaume Néral, ces 2 aventuriers-là. Ils ont disparu le 14 février dernier. Et donc Loïc Pilois, qui a 34 ans,
a réussi à atteindre le village de Sol. Et donc il était à bout de force, hein, et donc il a pu prévenir les autorités que son ami Guilhem donc était à peu près à 6 heures de marche vers le sud. L'autre il n'en pouvait plus, donc il est resté sur place. Alors les sauveurs ont réussi à retrouver Guilhem dans la forêt, et donc il paraît que quand il les a vus, déjà il était par terre, il était très amaigri, et donc il a éclaté en sanglots quand les sauveteurs sont arrivés. Et un de ces sauveteurs a donc expliqué effectivement que pour survivre 7 semaines dans la jungle guyanaise avec tous les dangers que ça comporte, ils ont été assez vénards, faut le reconnaître, mais ils ont quand même bouffé des araignées hein, pour s'en sortir, donc c'est un choix. Moindre mal. Voilà la 4e histoire, c'est une histoire de chat, une histoire de chaton même je dirais, c'est une superbe histoire de chat si vous aimez les chats. Donc ça se passe en Angleterre et c'est un chat qui prend le bus depuis 3 mois. Tous les jours quasiment. Il paye son ticket. Alors ce chat, pour aller à l'école. Ce chat mystérieux qui n'appartient manifestement à personne et qui n'a pas de nom, prend le bus numéro 331. Donc qui est donc le bus qui dessert la ville de Wolverhampton. Et donc il descend comme ça 2 stations avant de sauter du bus et de s'arrêter près d'un magasin près d'une poissonnerie en fait. Donc c'est un truc de fish and chips comme ils disent chez eux. Donc en tout cas il y a de la bouffe pour poissons, c'est clair. Il s'arrête pour poissons pour chat. Il s'arrête près de là. Et donc depuis le mois de janvier, le chat a été vu régulièrement en train de prendre le bus plusieurs fois par semaine. Et il monte toujours au même endroit, il descend toujours au même endroit. Et le pilote du bus, qui s'appelle Bill Kunkun, qui est un nom rigolo donc, a dit dès que les portes s'ouvrent, le chat saute. Et alors c'est pas d'où il sort, il arrive, il saute dans le bus. Il a l'air d'aimer ça. Alors au début c'était un petit peu bizarre, mais aujourd'hui c'est devenu normal. On a l'habitude, on attend le chat. Alors il dit c'est sûrement le passager parfait, hein, puisque il demande rien, il fait pas de problème. Bon, le seul souci c'est qu'il ne paie pas. Mais à part ça, voilà, on a sûrement affaire au premier chat du monde qui prend le bus pour aller bouffer du poisson. C'est assez génial. On reprend ces infos bizarres avec une histoire de cambrioleur qui s'est fait prendre la main dans le sac, si j'ose dire, vous verrez pourquoi. Alors, il s'appelle Gregory Daniels et il est en train de voler sur un marché. Alors, lui et un complice essaient d'arracher un distributeur de billets avec un camion qu'ils ont donc relié avec une chaîne pour arracher littéralement du sol ce distributeur. Et donc, il y a quelqu'un qui est passé, qui a vu la scène, qui a appelé la police. La police est arrivée et là, il y a donc un des complices qui s'est échappé, qui s'est enfui, qui est sauté du camion, et l'autre, donc Gregory Daniels, il a sauté, mais le problème c'est qu'il est resté sur le carreau parce qu'il a perdu sa jambe artificielle. Voilà, il avait une prothèse, elle est tombée par terre et il est resté. Donc voilà, il s'est fait arrêter par la police à cause de ça. Par contre, son pote lui a tracé. Voilà, c'est ballot, hein, forcément, on a envie de le dire. Évitez d'arracher du sol les distributeurs de billets quand vous avez une jambe de bois, voire une prothèse élaborée, parce que bon, ça peut faire mauvais genre. Alors, on est toujours en Angleterre avec alors très 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 belle histoire, très jolie histoire, hein. D'ailleurs à mon avis ça va être vite adapté au cinéma parce que c'est tout à fait le type de scénario dégoulinant qu'on peut trouver dans des films avec Hugh Grant, Melanie Griffith, ça va m'énerver, ce genre de truc. Non, c'est très mais là vu que c'est vrai, c'est beaucoup plus beau. Alors c'est un homme qui a donc rencontré une jeune fille de 22 ans et il l'a épousée après avoir rêvé d'un numéro de téléphone. Alors c'est quand même génial ici, mais il s'appelle David Brown, il a 24 ans, et il dit qu'il s'est réveillé un matin assez arrosé avec un numéro de téléphone dans la tête. Donc il a décidé d'appeler ce numéro, tout simplement, il a envoyé un message qui disait « Est-ce que je vous ai rencontré ?» hier que la personne qui était à l'autre bout du fil s'appelle Michelle Kitson, donc il ne l'avait absolument pas rencontré la veille, et donc c'est un numéro au hasard finalement, hein. Et au début elle était un petit peu inquiète, et puis elle a quand même décidé de répondre, et les deux ont commencé à échanger des mots d'amour, et alors qu'elle voulait le rencontrer, ses parents l'ont mise en garde, lui ont dit attention, si ça se trouve c'est un fou furieux, il te monte un plan énorme. Et donc elle a quand même décidé de tenter le coup parce qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose, et donc ils sont tombés amoureux et là ils se sont mariés. Donc c'est quand même une superbe histoire. Imaginez la scène, le gars se réveille avec un numéro de téléphone en tête, ça aurait pu être n'importe quoi. Ça me donne une très bonne idée de drague en tout cas. Ah c'est oui. Vraiment nickel, tu fais des numéros au hasard, tu fais j'ai rêvé de vous, j'ai rêvé de ce numéro de téléphone. Avant de tomber sur une jeune fille charmante de 22 ans, t'as le temps de tomber sur une maison de retraite, sur un boucher, bon bref. Tu fais l'annuaire. Bonne pioche, on va dire. On passe par Taïwan pour une histoire de crocodile.
Donc en général les histoires de crocodiles sont bonnes ici. Info bizarre et On aime bien, crocodiles nous. font bon ménage. Donc là c'est un vétérinaire qui était en train de soigner un gros crocodile d'une île de 200 kilos. Donc pour ça il a fallu qu'il passe son bras à travers une espèce à travers des barreaux en fer. Et il n'avait pas réalisé que le crocodile n'était pas totalement anesthésié. Donc il lui a arraché le bras, ce crocodile, parce qu'il ne plaisante pas. Et là, alors que le vétérinaire qui s'appelle Chang a été amené d'urgence à l'hôpital, un autre employé du zoo a tiré 2 balles dans le cou du crocodile pour pouvoir récupérer le bras. Et il se trouve que le crocodile n'a pas été blessé par les balles, puisqu'on n'a même pas retrouvé les balles dans sa peau. Donc voilà, c'est quand même un cuir très dense et très solide, la peau de crocodile. Et donc il a sûrement été choqué par l'impact et il a ouvert sa bouche et ça a permis à cet employé de zoo de récupérer le bras. Voilà, donc finalement notre vétérinaire a pu être regreffé, tout est bien qui finit bien, mais je pense que c'est pas demain qu'il remettra des pulls Lacoste. Voilà. C'est ça que j'ai envie de dire. Voilà, une dernière histoire. Si vous êtes amateur de préhistoire, de squelettes anciens, de mammouths, eh bien il y a la vente aux enchères du siècle là vraiment qui va démarrer le 16 avril. C'est pour vous, ça se passe à Paris. Donc vous pourrez y acheter un squelette de mammouth. Donc c'est la première fois que ça se fait, on n'a jamais vu ça. Un ours des cavernes, un rhinocéros laineux. Et alors donc tout ça c'est organisé par. On se demande bien pourquoi c'est la première fois d'ailleurs. Bah oui, donc tout ça c'est organisé par Christie's à Paris. Et donc c'est une vente de paléontologie sans précédent parce que là vraiment c'est des pièces hallucinantes. Le mammouth par exemple, donc il mesure quand même 3,80 m de haut sur 4,80 m de long et il est estimé entre 150 000 et 180 000 euros. Donc c'est quand même assez encombrant dans le salon si c'est pour une perspective de déco. Vous pourrez également acquérir un squelette de rhinocéros laineux donc qui a disparu il y a pas moins de 10 000 ans de ça pour 65 000 euros, un ours pour 25 000 euros. Il y a aussi un œuf de dinosaure. Donc c'est ce qu'on appelle une vente aux enchères qui ne se rate pas. Si on est amateur de paléontologie, c'est assez unique. Donc manifestement, c'est des musées qui feront l'acquisition de ces pièces, mais ça peut être aussi des originaux, des marginaux, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et pour cette occasion, Christie's inaugure un système de vente en ligne, c'est-à-dire que vous pourrez acheter toutes ces belles pièces par Internet. D'accord. Voilà. Donc j'ai pas les moyens, mais sinon ça aurait été avec plaisir. Voilà, pense-y en tout cas parce que c'est vrai que là on peut faire difficilement plus original comme cadeau de fête ou d'anniversaire. Voilà, cette émission est à présent terminée, absolument. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les émissions en podcast sur le podcast de Rage, rage.fr ou sur le blog d'Exo7, dont vous trouverez l'adresse d'ailleurs sur le forum d'Exo7, rage.fr. Juste après ces bruits de scène sur Rage, donc de la musique en live rien que pour vous. Passez une bonne soirée, restez sur Rage.